j'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu penses qu'un partisan de Donald Trump ou un suprémaciste blanc peut aimer ce film? Shit. You talking to me? Well, who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouveau featuring avec mon voisin Merej. Excuse-moi, je t'ai touché. Ah. Déjà, ça commence mal. Est-ce qu'il y a un maître? Oui, je pense qu'il y a un maître. Ouais. Je pense qu'on est bon. Et donc, ouais, nouvelle vidéo ensemble post-confinement. Enfin, première vidéo ensemble post-confinement. Yes. J'ai presque envie de... Allez, on s'embrasse. Ah ben non, on peut pas. On s'embrasse du coude. Allez, on s'embrasse du coude. Yes. Bing. Voilà, on avait envie de faire la critique ensemble du film Die Five Bloods, le nouveau film de Spike Lee, qui est sorti sur Netflix il y a à peu près 2 jours. Et donc, j'ai déjà envie de te poser cette première question. Qu'est-ce que tu penses de Spike Lee, du cinéma de Spike Lee? Est-ce que tu aimes bien, en règle générale? Eh bien oui, moi j'adore Spike Lee, je suis un gros fan de Spike même, parce que tu sais, moi je suis un peu de la génération Radio Nova, hip-hop, un peu la militante un tout petit peu, et puis c'est un mec ultra militant, donc c'est quelque chose qui me parle, j'ai vécu en Afrique, donc la cause des Noirs me touche particulièrement, donc c'est un réalisateur un peu pro-black, on va dire, j'aime ça, et puis c'est un réalisateur qui tâche un peu, tu sais, un petit peu vulgaire, ouais. Comme je disais, il met de la peinture, il en met un petit peu partout, et ça, j'aime bien ça. Il y a de la personnalité. Alors, c'est vrai que tu as révélé dans une de tes dernières vidéos sur ta chaîne, parce que je le rappelle, peut-être que les gens ne sont pas au courant, mais tu as ouvert ta propre chaîne YouTube. C'est vrai. Voilà, qui s'appelle Merej. Donc, vous tapez dans YouTube MEREJ et vous tomberez sur la chaîne de ce monsieur. Allez vous abonner. Vous ne serez pas déçus du voyage. Et donc, tu as révélé quand même dans une de tes dernières vidéos que tu étais contre le racisme. C'est vrai. Et alors j'ai trouvé que c'était quand même une prise de position assez forte quand même. Enfin, franchement, j'étais étonné, quoi. J'étais assez étonné de toi. Ouais. Je pensais pas que tu étais contre le racisme. Donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai voulu faire cette critique avec toi, parce que je me suis dit ça serait intéressant d'avoir le point de vue vraiment de quelqu'un d'autre, quoi, quelqu'un qui est plutôt contre le racisme. C'est vrai, et je n'ai pas peur de le dire. Et bon allez, on va tout de suite enchaîner sur le film. Ouais. Donc qu'est-ce que tu as pensé du film? Est-ce que tu as trouvé que c'était un bon Spike Lee, sachant que ces 10-15 dernières années, ça n'a pas été glorieux, je trouve, le cinéma de Spike Lee, hormis Black Klansman qui est sorti il y a 2 ans, qui était un film qui pour moi, vraiment là, il revenait aux affaires, le Spike. Mais qu'est-ce que tu as pensé de Die Five Bloods? Écoute, j'ai trouvé ça super. Moi, j'ai trouvé que c'était un très très bon film. Je trouvais que c'était un de ses meilleurs films depuis très longtemps. Un peu en mode comme ça, film d'aventure, et puis en même temps très très militant. C'est un film qui est vraiment très très foisonnant, il y a beaucoup de choses dedans. Et c'est typiquement le genre de film qu'il faut revoir plusieurs fois, parce que c'est hyper dense, il y a plein d'informations. Et non, moi j'ai trouvé... Alors j'ai entendu des mauvaises critiques un petit peu, c'est un peu mitigé apparemment. Mais non, moi ça a vraiment fonctionné sur moi, et personnellement je trouve que c'est un de ses meilleurs films depuis très longtemps. Et je dirais même un de ses meilleurs films tout court, moi, personnellement. Ah oui, carrément. Ouais. D'accord. Alors, moi, je dirais pas ça. J'ai pas trouvé que c'était l'un de ses meilleurs films. Tu vois, je sais même pas si je le rentre dans son top 5 de ses meilleurs films. Parce que pour moi, il y a Do the Right Thing, Mo Better Blues, Malcolm X, avant... Voilà, Jungle Fever, ou même La 25e heure. Ouais. Mais alors, moi, j'ai bien aimé. J'ai trouvé que c'était un bon film, mais surtout dans sa deuxième partie. J'ai trouvé que la première partie, en tout cas la première demi-heure, 3/4 d'heure, j'ai eu du mal à rentrer dans le film parce que déjà d'un point de vue purement cinématographique, je trouvais que ça manquait un peu de... Il n'y avait pas une patine en fait cinématographique. Je trouvais que ça faisait limite téléfilm. Alors est-ce que c'est parce que j'ai vu le film sur Netflix à la télé chez moi que si je l'avais vu au cinéma, j'aurais été beaucoup plus immergé dans l'histoire. Mais j'ai trouvé qu'au niveau de la photo, au niveau des cadrages, même de la mise en scène, c'était un peu plat le début. Tu vois, quand on découvre les personnages qui se retrouvent à l'hôtel, etc., la caméra qui tourne. Attends, mais il y a des super scènes quand ils sont dans la boîte de nuit, qu'ils avancent tous, comme ça, avec le Apocalypse Now derrière. Ça, c'est le meilleur plan du début. Vois. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser à cette fameuse signature de Spike Lee, tu sais, avec le travelling arrière sur les personnages qui avancent. Tu sais, comme sur un tapis roulant. Ah ouais. Alors là, ils avancent eux-mêmes, mais tu vois, je trouvais que ça faisait écho à
à cette signature de plan-là. On n'a même pas parlé de quoi ça parle ce film. Si tu devais, Mais c'est vrai, tu devrais pitcher un tout petit peu. Ah, je déteste raconter, donc je te laisse le faire. Non, on va dire que c'est quatre vétérans de la guerre du Vietnam qui retournent au Vietnam après des années pour retrouver en fait les restes d'un camarade tombé au combat. Donc voilà, pour l'enterrer dignement. Et en même temps, tout petit spoiler, pour retrouver de l'or. Mais bon, je pense que ça, tout le monde le sait, puisque c'est dans les bandes annonces, etc. Et donc moi, ce que j'ai trouvé hyper intéressant dans le scénario, c'est que finalement, en fait, le film recrée un mini-Vietnam. Enfin, j'ai envie de dire, presque même, c'est un prétexte, parfois, mais et j'ai pas envie de spoiler plus que ça, mais vraiment, ça recrée toutes les conditions du Vietnam. Genre, on va là-bas pour une noble cause, mais en fait pas vraiment, etc. Les gens se trahissent pour l'or, quoi. Hein. Alors c'est ça qui est paradoxal. Je disais qu'au niveau de l'image, je trouvais que ça manquait d'ampleur cinématographique. Pourtant, il a bénéficié d'un très très bon chef-op. Bah oui. Celui moi, de Bryan Singer. Je suis pas d'accord avec toi. Moi, j'ai bien aimé la photo. J'ai trouvé plutôt jolie. Donc je sais pas, c'est une question de sensibilité, de choix, de goût, mais non, moi je la trouve jolie, moi, la photo. Hein. Même au début, je veux dire. Ouais, bah écoute, voilà, c'est peut-être le côté de voir le film sur Netflix à la télé, ça m'a peut-être. J'ai mis du temps à vraiment rentrer dans le film, et d'ailleurs je trouvais que c'était un petit peu long à se mettre en place, la présentation des personnages, des enjeux, de leur motivation. J'ai l'impression, il y avait quand même des scènes je trouvais qui s'éternisaient un peu, mais au bout de 3 quarts d'heure de film, je trouve que là on rentre totalement vraiment dans le vif du sujet. En fait, quand les personnages s'enfoncent dans la jungle, un petit peu comme dans Apocalypse Now, et c'est ça que j'ai aussi beaucoup aimé dans ce film, c'est qu'il y a beaucoup de références à d'autres films. Carrément. Parce on pense énormément au trésor de la Sierra Madre, puisque finalement c'est une quête, c'est une chasse au trésor, tout le film. Moi personnellement, ça m'a beaucoup fait penser à Une balle dans la tête de John Woo, avec l'histoire de trahison, de 3 potes qui trouvent de l'or au Vietnam, qui prennent un bateau, qui se foutent sur la gueule. Et c'était, il y a beaucoup de similitudes entre les deux films. Et aussi un petit peu vers la fin, un petit côté Rio Bravo, tu vois, avec tous ces personnages qui sont acculés. Enfin, on va peut-être pas spoiler, on va pas tout révéler, mais c'est clairement un film de guerre qui ressemble plus à un film d'aventure, finalement. Je suis assez d'accord. Il y a toute une épopée, dans la jungle vietnamienne où les personnages vont finalement traverser, une sorte de presque une quête initiatique pour essayer de faire le deuil de leur traumatisme du passé et de leurs blessures de guerre. Et donc tout cet aspect-là, il est hyper intéressant, et je trouve que l'acteur qui sort vraiment son épingle du jeu, c'est j'oublie à chaque fois son prénom. Delroy Lindo. Delroy Lindo, voilà. Ouais. Qu'on a vu dans plein de films depuis 20 ans, mais c'est vrai toujours dans des seconds rôles. Souvent chez Spike. Et souvent c'est chez Spike Lee, dans Crooklyn, dans Malcolm X. Clockers aussi. Et alors lui, pour moi, il fait tout le film. Il fait le show. Et s'il gagne, s'il n'est même pas nominé en tant que meilleur acteur dans un film, là je comprendrai plus rien, parce que c'est presque l'Oscar assuré. Ouais, moi j'ai adoré voir tous ces acteurs incroyables, le mec qui fait le maire dans The Wire par exemple, qui fait shit. D'ailleurs il en sort un dans le film. Et vraiment de les voir comme ça longtemps jouer des vrais rôles, pas des seconds rôles, mais pour une fois des rôles principaux comme ça, où ils ont vraiment l'occasion de s'exprimer, de jouer à fond, c'est vraiment hyper plaisant. Et c'est vrai que Delroy, il style le show, il est incroyable, tout suant comme ça, là, des face cam où il est complètement fou, il parle avec Dieu et tout, c'est abusé. Quoi. C'est énormissime, et c'est lui, clairement pour moi c'est lui qui a le meilleur traitement de personnage, qui a celui qui a le meilleur arc narratif. C'est vrai. La relation qu'il a avec son fils, c'est un noir américain qui a voté pour Donald Trump, donc évidemment à travers lui, Spike Lee fait une énorme critique sur la politique de Donald Trump et sur Donald Trump lui-même, puisque finalement ce personnage de Delroy Lindo, c'est celui qui a le moins de morale finalement, puisque ils partent tous à la recherche de ce trésor, mais ils sont animés par une noble cause, alors que lui, pas tellement. Il représente le capitalisme américain dans tout ce qu'il a de plus écœurant, on va dire. Tu peux le dire. Et alors aussi, ce que j'ai adoré dans le film, c'est la musique. La musique, je l'avais déjà, parce qu'on entend pendant tout le film
tous les morceaux de ce magnifique album de Marvin Gaye, que est le meilleur album de Marvin Gaye, qui est un chef-d'œuvre absolu. Et on entend des morceaux qui sont même pas dans l'album, puisqu'on entend genre un acapella de malade. Tu fais mais où est-ce qu'ils ont été le choper? Et j'ai regardé dans le générique de fin, il y a la famille Marvin Gaye qui est remerciée. Ouais. Donc à mon avis, ils sont directement allés chercher dans le coffre de la famille. C'est assez cool. Hein. Il y a des acteurs français dans ce film. Hein. Ah oui. Il y a Jean Reno, C'est vrai. qui livre peut-être sa meilleure performance d'acteur. Oh putain, non mais franchement c'est dur quoi, Jean Reno quoi. Mais en même temps, il joue un personnage un petit peu comme ça, je m'en foutiste, qui les prend un peu de haut, qui se fout de leur gueule. Moi je suis pas comme toi, moi je l'ai pas trouvé si terrible. En tout cas, c'est son meilleur film depuis des années. Ah oui, sûrement, oui, c'est sûr, oui. Mais bon, c'est pas grâce à lui. Et puis il y a Mélanie Thierry. Ah oui, alors là, qui elle, en revanche, j'ai trouvé super. Ouais, je l'ai trouvé très très convaincante. Bon, c'est pas la première fois qu'elle joue dans des films américains ou on va dire dans des prods internationales. Non. Babylon AD, par exemple. Babylon AD, voilà. Elle se débrouillait plutôt bien dans un film aussi bancal. Mais non, mais donc voilà, elle a toujours été très bonne actrice, très crédible. Moi, je voudrais revenir sur une scène que j'ai trouvée particulièrement intéressante. C'est une scène, sans trop spoiler, de déminage avec une corde. Et en fait, je trouve que c'est pareil, c'est une scène qui en apparence comme ça, bon, elle est pleine de suspense, elle est très bien faite, il n'y a pas de problème. Mais c'est vraiment une sorte de résumé de la situation, quoi. C'est-à-dire, pour s'en sortir, pour s'en sortir, il faut que tous s'attachent et tous tirent d'une même force, noir et blanc. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de scènes très symboliques pendant tout le film. Et donc c'est pas un film à prendre au pied de la lettre. Alors on a raconté de quoi parlait Die Five Bloods, mais qu'est-ce que ce film veut véritablement nous dire? Quel est le message qu'il veut délivrer sur les Noirs américains par rapport à leur implication, enfin par rapport à leur place dans la guerre du Vietnam? Parce que on le rappelle, le film il commence d'ailleurs par une image de Mohamed Ali qui explique pourquoi lui ne veut pas participer à cette guerre du Vietnam. Et alors il y a une phrase qui est juste énormissime de Mohamed Ali, mais qui est pas dans le film, mais qui correspond justement à cette même interview. C'est quand il avait dit à l'époque: je ne vois pas pourquoi moi, noir, j'irais tuer des jaunes pour le plus grand profit des blancs. 35%, c'est ce que dit le film, 35% des soldats envoyés au Vietnam étaient des noirs américains, alors que 11% seulement de la population était noire. Exactement. Mais le but de Spike Lee, c'est un peu toujours la même chose en fait. C'est un peu de combler les trous dans l'histoire américaine en fait. Voilà, c'est comme s'il y avait un livre d'histoire et puis il y a des blancs partout. J'ai même pas fait exprès, mais voilà, il y a des blancs et en fait il les comble parce que effectivement on n'en parle jamais quoi. Et c'est vrai que moi j'avais jamais entendu parler de ça. Je savais pas du tout que le ratio était aussi important et que finalement les Noirs avaient servi de chair à canon à ce niveau-là. En tout cas, c'est un film qui résonne vraiment avec l'actualité. On peut dire que c'est très chaud puisque ça se finit carrément avec un montage sur le Black Lives Matter. Voilà, je voudrais juste rajouter une petite chose à ce niveau-là aussi. C'est vrai que je te l'ai déjà dit, mais le cinéma de Spike Lee, ça tâche un peu, c'est un petit peu vulgaire, c'est un petit peu comme De Palma parfois, la musique lyrique, les effets de montage, un peu à la Van Damme, on en parlait, où les mecs se font des étreintes et puis il y a 2 fois le même plan, etc. C'est des trucs un peu grossiers parfois. Donc moi j'adore, mais c'est vrai que je pense que ça peut déplaire à certaines personnes. C'est ce que je dis toujours, moi j'ai rien contre les effets de style ou appuyer c'est très appuyé. Un certain esthétisme à partir du moment où c'est mérité ou à partir du moment où c'est justifié. Et tu vois, par exemple, je prends Mo Better Blues, qui est un film avec une esthétique et des idées de mise en scène incroyables. Mais vraiment, pour moi, je le mets peut-être même au-dessus de Do the Right Thing. Ah moi aussi, c'est mon film préféré. Voilà, tu vois, on n'est pas voisins pour rien. Mais c'est que là, ça sert vraiment le propos, ça sert l'histoire, ça renforce encore plus l'émotion. Là où dans ce dernier film, il y a des fois, comme tu dis, une utilisation un peu abusive de certains effets, notamment la musique. Comme par exemple au début, dans les premières scènes de guerre et tout, il y a la musique de Terence Blanchard, qui est le compositeur attitré de Spike Lee et qui fait toujours des musiques hyper fortes, hyper émouvantes. Et d'ailleurs, tu prends la musique à part, elle marche, elle est excellente à écouter. Mais j'ai trouvé que elle faisait un peu tâche, justement, dans ces scènes de guerre où tu aurais juste voulu entendre le son de la guerre, en fait, tout simplement, et pas te mettre une musique un peu larmoyante ou un petit peu sur les violons et tout ça. Moi, c'est la chose que j'ai moins aimé. J'aurais préféré qu'il y ait que Marvin Gaye à la rigueur. Tu vois. Ouais, non mais voilà, non mais regarde, ça j'ai adoré.
le fait de mettre des morceaux de Marvin Gaye en pleine jungle du Vietnam, j'ai trouvé que ça défonçait. Ouais, Non, mais ouais. ça donnait au film une. Je sais pas, un style cœur, de ouf, quoi. quoi. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Ouais. Un cœur émotionnel très très fort. Mm, mm. Et voilà, et comme on a dit, Delroy Lindo, pour moi, je le redis, c'est vraiment le cœur émotionnel du film. Rien que pour lui, ça vaut le coup de voir le film. Il dure 2h35. C'est vrai qu'il est un petit peu long. Moi, je l'aurais personnellement raccourci de 20 voire même 30 minutes, hein, pour te dire la vérité. Non, pas moi. Mais toi, je sais, non, toi, t'as vraiment tout aimé. Ouais, t'as même tout le adoré. début, non, j'ai trouvé ça Mais très voilà, bien. j'ai trouvé que le début, il y avait peut-être les 15 minutes que tu pouvais écourter. Et ça vient peut-être du fait que c'est un film Netflix. Et les films Netflix, il y en a qui vont te dire, bah justement, c'est très bien, mais quelque part, Netflix laisse peut-être trop de liberté à leurs artistes, à leurs auteurs. Alors il y en a qui vont dire que ce que tu me racontes comme connerie. Il faut évidemment laisser la liberté au réalisateur de faire de mettre en scène sa vision, mais le producteur, à l'inverse d'un Netflix qui n'endosse peut-être pas ce rôle, alors le rôle d'un producteur est essentiel aussi dans un film. C'est celui qui a le recul sur la fabrication du film, tout en ayant évidemment la même vision un petit peu que le réalisateur, que son réalisateur, mais il a peut-être un peu plus de recul des fois et il peut intervenir et dire au réal, attention là, t'es peut-être un peu trop complaisant avec certains plans ou avec certaines scènes que tu laisses durer longtemps parce que tu aimes ton film, tu aimes tes acteurs, donc tu te fais plaisir, mais n'oublie pas, n'oublie pas le spectateur. N'oublie pas le spectateur et n'oublie pas d'être au service de l'efficacité narrative. Ce que faisait Roger Avary pour Tarantino. Ah, bah tu vois, Théorie. je ne savais pas. En tout cas, moi, je préfère un film trop long qu'un film charcuté. Ah bah c'est sûr. Donc à choisir, je préfère m'ennuyer un tout petit peu. Tu préfères la politique Netflix que la politique de DC Comics Warner avec Justice League. Ah oui, complet. Par exemple. Écoute, ça m'a fait plaisir de croiser le fer avec toi pour cette Encore critique. une fois, moi aussi. Encore une fois. Ça faisait bien plaisir. Eh ouais, carrément. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Eh ben, on va aller se boire une petite binouse. J'espère que la vidéo vous a plu. Likez ou délikez. Et puis surtout, abonnez-vous à ma chaîne, hein, les petits cocos. Voilà, abonnez-vous à la chaîne de Mérège, Voilà. les petits cocos, là, les petits déconfinés, là. Allez, les petits cocos, là, les enfants, là. Allez, à bientôt pour des prochaines aventures. Ciao. She.